vouloir réagir lorsque Maître Dissaquet évoquait les derniers moments avec son épouse et le fait que l'on n'ait jamais pu la retrouver. Que vouliez-vous dire? Oui, je suis embêté parce que Maître Dissaquet vient de faire une révélation, je ne sais pas si c'en est vraiment une, en nous indiquant que son épouse était quand même accompagnée de 2 personnes. Alors, si les 2 personnes peuvent tout au moins confirmer que son épouse et elle sont entrées en commun dans le train, ça nous semble un élément suffisant pour qu'on puisse dire qu'il y a disparition. Parce qu'en fait, le droit saisit la disparition dans un sens particulier. C'est quelqu'un dont on est sûr qu'il peut être mort, mais dont on ne retrouve pas le corps. On est bien dans cette impasse-là, on est bien dans cette situation. Alors, il y a eu une catastrophe, il y a eu beaucoup de morts, son épouse n'est pas revenue à la maison, les fortes présomptions pèsent dans le sens de ce qu'elle est morte, puisque le corps n'est pas là. Donc, au moins, à partir de la disparition, on peut avoir un jugement déclaratif de disparition qui a valeur de jugement, qui déclare justement que quelqu'un est mort, qui remplace le jugement d'hérédité à partir de ce moment-là. Donc, je me dis que si ces éléments-là sont avérés, il y a de fortes probabilités qu'on y aille très vite pour que ces personnes soient entendues et que le jugement déclaratif de décès puisse être mis en route. Maître Dissaquet. Cher confrère, je crois que vous y allez un peu trop dans la besogne. Il y a une législation qui détermine la durée d'absence à partir de laquelle on déclare qu'une personne est décédée. S'il vous plaît. Une disparition n'est pas synonyme de décès en cas de catastrophe. Je suis désolé. C'est pourquoi il y a des spécialistes qui recherchent pendant des années des disparus et qu'il arrive souvent, par moment, qu'on retrouve des années plus tard. Je ne vous permets pas de dire devant les gens que mon épouse est morte. Je n'ai pas vu son corps. Pour moi, elle est encore vivante. Ne vous substituez pas à ma personne. Je vous en prie, respectez sa mémoire. Chers confrères, je voudrais, au cas où vous aurez été blessé, tout de suite vous dire que ce n'était pas à mon intention, mais à l'intention des spectateurs qui nous regardent, il est bon que je précise que le régime de l'absence et le régime de la disparition sont 2 régimes distincts. On parle de quelqu'un qui est absent lorsqu'il ne s'est pas représenté à son domicile et dont rien ne permet de savoir s'il est mort ou pas. Alors qu'on parle du disparu lorsqu'il y a des circonstances qui peuvent laisser penser qu'il est décédé. Je voudrais simplement faire cette précision pour que ce ne soit pas que je suis en train de vous manquer du respect. Alors c'est encore très douloureux. C'est encore très douloureux. On espère en tout cas que vous la retrouverez. Et on va parler de responsabilité. On va parler de responsabilité. Tout le monde a parlé de ce train avec des freins défaillants qui n'étaient pas suffisamment entretenus et qui étaient surchargés. Là tout à l'heure, vous avez dit ces trains ne sont pas achetés par Camrail. C'est Camrail qui les utilise, mais ce n'est pas acheté par Camrail. Qui achète ces trains? Moi, j'ai cru apprendre, en travaillant sur ce dossier, que ce n'était pas l'État camerounais, mais qu'il y avait une instance internationale financière qui achetait ce train. Monsieur Ozi. Bon, écoutez, déjà, j'aimerais dire tout de suite, pour établir plus ou moins les responsabilités, que je suis tout à fait d'accord avec Cabral. Lors de la mise en concession, et c'est une concession, ça veut dire qu'au fait, une concession, on essaye de trouver un opérateur pour faire un travail opérationnel pour le compte de l'État. Okay? Pendant une période déterminée. Donc c'est une mise en concession du chemin de fer camerounais. Il y avait 12 candidats. On a retenu en fin de compte les 2 meilleures offres. Sur les 2 meilleures offres, la commission en place avec le cabinet Coopers & Lybrand a décidé que Comazar était la meilleure offre sur la table. Le gouvernement a demandé qu'on recommence entre les 2. On a repris ça à 3 reprises pour finalement avoir 3 fois le même résultat initial. C'est-à-dire on a même pris des experts de la régie Fercam pour étudier ces offres. Et la régie de chemin de fer du Cameroun. La défunte régie de chemin de fer du Cameroun. À 3 reprises, on est ressorti avec ce résultat sans complaisance, que Comazar était la meilleure offre financière, technique et opérationnelle. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On remet quand même la concession à Bolloré. Donc c'est une décision politique.
on n'a pas donné au meilleur opérateur, on a donné à celui à qui on voulait bien donner. Pourquoi? Il faut aller un peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument privatiser la régie Fercam? Parce que la régie Fercam était devant le plus gros contrat de son histoire. Le transport du pipeline Tchad-Cameroun et de toutes les installations au sud du Tchad, à Doba, pour la société ExxonMobil. C'était le plus gros contrat qu'une société ferroviaire pouvait avoir en Afrique. Donc il fallait absolument mettre cette société entre les mains des copains pour faire main basse sur ce pacte. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, le groupe regarde dont le vous rapport, parlez est présent dans la plupart des États. Quand je regarde le Est-ce rapport... que ça ne veut pas dire qu'il est meilleur? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est meilleur? J'ai ici devant moi le domaine rapport relatif à cette attribution de cette concession, où les experts étaient unanimes. Ils ont dit, en prenant même une décision politique pour aller vers la deuxième offre, on prend le risque de créer une position dominante de ce groupe dans la chaîne de transport. Le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré. Et en plus, on met le groupe Bolloré dans une position dominante avec ses propres concurrents. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'aimerais aller plus loin. Pour montrer qu'il y a eu manigance dans cette attribution, l'État du Cameroun n'a jamais mis en place, parce que la commission dont on parle, c'est la commission de suivi de la mise en concession. Mais ce que l'État du Cameroun devait faire, d'après ce contrat de concession, c'est de mettre sur pied un organe de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si vous dites que c'est chaque chauffeur qui est responsable de savoir s'il a un permis de conduire ou pas, s'il roule à la bonne vitesse ou pas. Non. Il n'y a pas de gendarme du rail au Cameroun, c'est-à-dire qu'on a dans l'aviation, vous avez l'autorité de l'aviation civile. Dans tous les pays où vous avez des chemins de fer mis sous concession, comme en Angleterre, il y a une autorité du rail qui fait tous ces contrôles-là. Mais au Cameroun, ce qu'on a fait, on a fait une direction du rail avec 3 personnes au ministère et on a laissé le contrôle à la Camrail. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vidé de tous nos experts. Parce que Camrail n'a pas repris les seuls experts qu'on avait. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas un organe réglementaire au niveau, une autorité réglementaire au niveau du rail? Parce que c'était une société d'État. Donc, on n'avait pas besoin de ce double contrôle. Mais moi, j'ai envie de dire, quand on regarde dans la plupart des nations francophones du sud du Sahara, ce groupe est présent dans ces différents secteurs, dont celui du rail, et que pour l'instant, le Cameroun est celui qui accuse cette tragédie. Malheureusement, ce groupe a eu des accidents un peu partout, ils sont présents, vous le savez très bien. Mais j'aimerais juste dire, quand vous gérez un pays et que vous faites venir des investisseurs étrangers, essayez quand même d'avoir un minimum de regard sur ces investisseurs-là. Aujourd'hui, quand un groupe français vient pour obtenir des concessions dans le chemin de fer en Afrique, posons-nous quand même la question s'ils ont déjà fait ça chez eux. Vous êtes basé à Paris, j'ai jamais vu un train Bolloré en France. J'ai jamais vu un port géré par Bolloré en France. Peut-être qu'il peut, à la hauteur de ce que nous sommes, faire mieux. Et si on lui avait donné celui de France? Moi, je vous dis que voilà les résultats devant moi de l'appel d'offres. On a repris l'appel d'offres 3 fois, à 3 reprises. Ils n'ont pas gagné cet appel d'offres. Il est devant moi. Je déplore que le groupe Bolloré, Camrail, qui avait décidé d'envoyer ici quelqu'un sur ce plateau, ait choisi au dernier moment de ne plus venir parce qu'ils auraient pu répondre à toutes les questions que vous évoquez aujourd'hui. Ce n'est pas le groupe Bolloré que j'accuse, c'est le gouvernement du Cameroun. Le groupe Bolloré... Oui, mais vous mettez en cause aussi la compétence même du groupe. Non. Ce qui est important pour nous ici, c'est la responsabilité du gouvernement. Quand ils vont prendre des gens qui sont incapables de faire quelque chose et ils mettent en concession un volet aussi important de notre pays que les rails, c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Mais si on écoute votre logique, et là je vais me tourner vers M. Livi, si on écoute la logique du député Ozi, cela veut dire qu'aujourd'hui, le seul responsable finalement, c'est l'État. Mais bien sûr. Mais M. Foka, si à Noël, vous offrez comme jouet à votre enfant un serpent, vous accuserez le serpent plus tard d'avoir mordu votre enfant?
À ce point-là, Ah ben, c'est la comparaison est quand même assez exactement- dure. mais non c'est exactement à ce point. c'est La ça. réputation du groupe Bolloré est connue partout en Afrique. Partout, le groupe. C'est un groupe qui ne fait que du bénéfice au détriment du social. Quand vous avez écouté Joshua aussi, vous voyez bien que ça a commencé, la catastrophe qui a eu lieu, excusez-moi, maître, la catastrophe qui a eu lieu le 21 octobre 2016 a été programmée ce jour-là. Exactement. Ce jour-là. Comment ça programmé? Mais parce qu'on a concédé le rail à quelqu'un qui était venu pour faire du transport du fret. D'abord, il était établi. Et d'ailleurs, même par la concession, ça a été établi par les statistiques. 80% du chiffre d'affaires du Transcam, c'était le transport de la marchandise. Il y a un gros contrat qui se profilait à l'horizon. On a concédé à Camrail, on a fait des pieds et des mains pour que Camrail gère ce gros contrat. Ce qui s'est passé, le transport voyageur n'a jamais été une priorité. Je ne vais pas faire un plaidoyer pro domo pour ne pas emprunter un discours à une personnalité camerounaise que vous connaissez, mais j'ai la chance ou la malchance d'être du rail. C'est-à-dire, je suis issu d'une ethnie qui a le rail pour principal moyen de transport. Donc, Dans la région Bassa. le marasme du transport ferroviaire, je l'ai vécu toute ma vie, en quelque sorte. Nous avons vu le transport voyageur entrer progressivement et méthodiquement en décrépitude. Quand on vous dit que le train va passer à 13h, il arrive à 23h et que personne ne s'en excuse, vous voulez vous plaigner, vous faites ce que vous voulez. Lorsqu'on vous entasse comme on veut dans le rail, et puis par la suite, on a quand même fait quelques améliorations. Après que beaucoup de gens se soient plaints, on a créé des trains intercités. C'est d'ailleurs ce train qui est tombé. Mais à la vérité, ce qui est curieux, c'est que Camrail a reçu 3 avenants. Parce que ça ne s'arrête pas là. Camrail avait des obligations au moment de la concession, des obligations d'investissement. Il y avait même des pourcentages qui étaient établis, c'est-à-dire les montants à investir. Je pense qu'on était parti sur plusieurs dizaines de milliards. Au bout de 5 ans, on devait faire une évaluation en 2000, c'est-à-dire en 2005. Je pense qu'on est parti de 99 pour 2005. En 2005, on établit que Camrail n'a pas respecté un seul de ses engagements. Vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on lui donne un avenant. Et vous savez ce qu'on fait dans cet avenant? On plafonne la redevance qu'elle doit reverser à l'État. C'est-à-dire que, alors que son chiffre d'affaires ne fait que monter, alors que Camrail ne respecte pas ses engagements, on plafonne quand même la redevance qu'elle doit verser à l'État. Vous voyez qu'on donne une prime au non-respect des clauses d'une concession en plafonnant la redevance. C'est-à-dire que l'État aurait même pu compenser en disant « Ok, on augmente quand même la part que tu dois nous reverser. » Non, on la baisse et on la plafonne. Alors, plus tard, il y a eu 2 autres avenants comme ça. On a même prolongé, ça devait tenir sur 20 ans. On a même allé au-delà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que... On a renouvelé le contrat de concession alors qu'il n'était pas arrivé à terme. Alors, vous Alors qu'il voulez... n'était pas arrivé à terme. Alors, essayez de nous convaincre comment c'est Camrail qui est responsable d'une telle incurie. J'aurais voulu que les autorités soient là pour Non, mais vous de toute façon, convaincre, leur puisqu'on absence ne avait la change promesse, on avait la promesse du gouvernement de nous envoyer un ministre dont on avait d'ailleurs donné 2 ministres dont on avait d'ailleurs donné les noms. Finalement, au dernier moment, ben, ils ne sont pas venus, tout comme Camrail qui nous avait promis d'être là pour pouvoir donner des explications, façon, il nous ou en manque tout cas pas, des réponses aux questions que vous posez. Aujourd'hui, après cet accident, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a évité on va éviter pour l'avenir ce qui s'est passé il y a quelque temps? Maître Motin. C'est toute mon espérance. J'imagine que c'est la vôtre aussi. Quand nous avons lu le communiqué de la présidence, quelque part, j'ai cru voir que l'administration reconnaît au moins sa faute dans les secours qui auraient pu être donnés aux victimes. Et recommande 8 heures pour la première équipe de secours. C'est beaucoup, c'est énorme. 8 heures. Oui, mais l'hélicoptère arrive quand même avec 3 ministres à son bord, en cravate, costume, pas un seul médecin. Pas un seul infirmier. Dans un hélicoptère qui part de Yaoundé. Donc, est-ce qu'en matière de sécurité aujourd'hui, on a avancé? Je disais que la Commission recommande au moins que des mesures soient mises en place afin que si jamais on devrait avoir ce genre d'événement, en espérant que personne ne l'ait, que si jamais on devait avoir, que les secours puissent arriver au plus vite. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons écrit, après ce rapport de la présidence, nous avons écrit aux autorités compétentes pour leur dire que dans les pays développés, notamment comme la France, où le chemin de fer est quand même assez évolué, il y a des mesures qui sont prises. Nous leur avons adressé un certain nombre de mesures qui sont là-bas en leur demandant éventuellement de les implémenter dans notre pays. Vous l'avez fait auprès de Camrail aussi?
Non, non, pas auprès de Camrail. Auprès de l'État. C'est le gouvernement qui a publié le communiqué. Nous avons écrit à la présidente de la République, nous avons écrit au ministre du Transport et nous demeurons en attente. C'est ce que nous avions déjà fait à l'époque quand la commission avait été créée. Dommage qu'il ne soit pas là pour en parler. Maître Dissaké, je sais que c'est un sujet encore douloureux. Avez-vous le sentiment qu'on a tiré des leçons de cette tragédie, tant Camrail que les pouvoirs publics? Vous savez, sans être un politicien, je suis un citoyen camerounais qui observe tout. Les deux intervenants devant nous ont dit des choses très importantes. Vraiment, en tant que simple citoyen, je ne pense pas que les améliorations souhaitées, c'est pour demain. C'est beaucoup de choses très compliquées. Moi, je voudrais revenir au cas de mon épouse. Je lui ai dit qu'on ne fait pas suffisamment de recherche. J'ai reçu, le Premier ministre m'a reçu, beaucoup de ministres m'ont reçu, mais j'ai le sentiment qu'on ne fait pas suffisamment de recherche. Alors comment doit-on, d'après vous, faire ces recherches-là aujourd'hui? Non, il y a des spécialistes en recherche de personnes disparues en cas de catastrophe. Ça existe. Ce n'est pas forcément à l'étranger. Il peut en avoir au Cameroun. Est-ce qu'on les a consultés? Un gouvernement a quand même, après un tel accident, une telle catastrophe, l'obligation est qu'il y a des Camerounais qui ont disparu, de savoir si localement il y a des gens formés. Et ils le sont. Consulter ces gens. Moi, en tant que citoyen et victime, je dis appeler l'étranger, mais il n'est pas exclu qu'à l'intérieur du territoire national, il y ait des gens qui ne demandent qu'à être outillés pour faire des recherches. Alors, certains ont souvent dit que ni le gouvernement, ni Camrail n'étaient responsables de cet accident en partie, qu'il fallait aussi chercher la responsabilité des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale, qui auraient financé ces trains-là, ces trains chinois. Vous avez écouté cela? Écoutez, Monsieur Joshua Ozzy. Je ne veux même pas commenter cela parce que vous ne pouvez pas dire que parce que la banque vous a prêté de l'argent pour acheter une voiture, que la banque est responsable quand vous avez bu de l'alcool et vous avez tué des gens sur la route. Donc je dis et j'insiste. Mais selon ces personnes, ce serait l'institution qui aurait choisi la compagnie chinoise qui a fabriqué ces trains-là. Écoutez, la fabrication des trains n'était pas le problème. L'origine des trains, encore moins. Le problème, et je répète, c'est que dans la concession avec Camrail, l'État du Cameroun n'a pas prévu d'organes régulateurs, comme c'est dans tous les autres secteurs. On a privatisé l'électricité, il y a un régulateur. On a privatisé le téléphone, il y a un régulateur. On est dans l'aérien avec un régulateur. On est sur la route avec un régulateur. Il n'y a pas de régulateur. Le régulateur, c'était le groupe Bolloré. C'était lui-même son propre gendarme. Il n'y a pas de plan de formation. Il faut encore comprendre que tous les experts du ministère des Transports, les experts en rail, ont été absorbés par Camrail. Donc ceux qui avaient autorité, qui comprenaient ce que c'était le rail, sont tous devenus des employés de Bolloré. Donc ne pouvaient plus s'autocritiquer. Et même ceux qui ont voulu parler ont été... Bolloré les a virés dès le départ. Ils sont au quartier aujourd'hui. On les connaît. Ceux qui ont dit que ce qui se passait... Vous savez que... On connaît le scandale de Citrafer voilà. avec Jacques Bimal. Avec Jacques Bimal. Qu'on a réduit à néant avec la complicité de l'État. La concession, à la signature de la concession, il n'y a pas eu un inventaire du matériel qui est remis? Est-ce que vous savez que, par exemple, pour le transport de passagers, comme Cabral le disait tantôt, Camrail recevait une subvention? C'était subventionné par l'État. Donc, il faut aller voir la responsabilité là où elle est. Le gouvernement du Cameroun Qu'est-ce que je déplore l'absence de Camrail et des pouvoirs publics sur le gouvernement du Cameroun a privatisé... Tout le monde dirait qu'il était déséquilibré le plateau, pourtant on a tout fait pour qu'il soit très équilibré. On a privatisé la régie Faircam pour se faire de l'argent rapidement. Et donc, ils sont responsables. Qui veut se faire de l'argent? C'est cette oligarchie ici à Yaoundé qui a pris ces décisions-là. Bon, alors, monsieur Cabral, que le contexte, si tu permets, en fait, je veux dire, c'est vrai que le contexte de privatisation est quelque peu compliqué. C'est-à-dire, on est sous ajustement structurel, on doit décongestionner l'État, on impose le PPP, partenariat public-privé. Donc, il n'y a pas que le rail qui a été privatisé. C'est vrai quand même que compte tenu des perspectives qui se profilaient à l'horizon, l'État aurait pu quand même s'opposer à cette privatisation puisque c'était rentable. Mais je veux revenir à des choses très concrètes parce que le temps tourne vite. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, les trains incriminés ont été
sorti de la flotte de Cam Rai. De toute façon, au jour où nous sommes, le transport voyageur N'a pas encore repris. repris. Et peut-être même pour répondre à votre question, les carcasses sont encore à Isé, car je pense qu'on est en train de réfléchir à l'achat de nouveaux wagons. Mais on va bien parler de wagons. Mais je suis sûr que même si vous allez acheter des wagons aujourd'hui à Bombardier au Canada, je crois que c'est là-bas que ça se trouve, le rail que nous avons est impropre même à ce type de wagon. Peut-être même qu'il n'y a que les voitures chinoises qui pouvaient rouler là-dessus. Et là encore, c'est un choix de l'État. L'organigramme du ministère des Travaux publics que j'ai pu consulter, qui date de 2013, vous y trouvez trois grandes directions générales. Et l'une, celle qui est chargée des questions dont nous parlons, c'est la direction des infrastructures. Et quand vous allez dans la direction générale des infrastructures, puisque l'autre direction principale, c'est la direction des études techniques, vous trouvez 6 directions. Et 3 sont consacrées à la route. Sur les 3 autres, il y a une qu'on appelle direction des autres infrastructures. Et c'est là-dedans que vous trouvez la sous-direction des travaux ferroviaires. Ça veut dire que l'État même déjà, dans ses choix d'orientation politique, s'est désengagé du rail. Chose paradoxale parce que curieusement, le Transcam, le rail dont nous parlons, ce n'est pas rien au Cameroun. On a d'abord la ligne, le Transcam 1, c'est 264 km, Yaoundé-Douala, où est survenu l'accident. Et il y a Transcam 2, Yaoundé-Ngaoundéré, plus de 600 km. Et il y a le Transcam 3 qui a disparu, qui est allé à l'ouest. Comment, sur un trajet au sud-ouest, oui, c'était Kumba et autres. Konsamba-Kumba. Comment un tronçon de près de 1000 km peut faire l'objet d'une minoration aussi scandaleuse. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive... Il y a eu même un aménagement institutionnel pour favoriser Bolloré finalement dans cette affaire. Bon, c'est un débat, il n'est pas là pour se défendre. J'aurais bien souhaité qu'il soit là pour se défendre. Bon, peut-être ce coup-là quand même, ça aurait été bien. J'aurais souhaité qu'il soit là pour se défendre. J'espère qu'on organisera encore un débat pour pouvoir en parler, parce que le sujet est important, parce qu'il y a eu mort d'homme, parce que ça concerne des milliers de Camerounais et parce que le monde regarde. Mort et disparition. Mort et disparition. Et là encore, c'est un mensonge odieux qu'on pourrait au moins rectifier. Sur la base des éléments que nous avons, ça ne nous coûte rien. C'est juridique de dire qu'il y a eu au moins un disparu. Merci monsieur, et puis bon courage à vous, Maître Dissaké, dans cette recherche-là. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain.